Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo, depuis le CIATI, le sommet pour innover, agir et transformer l'immobilier. Dans un instant, on va s'intéresser au premier débat sur la révolution des usages, que ce soit dans le commerce, sur le bureau ou encore dans le résidentiel. On verra ensuite comment on sort de la crise, on l'espère, par le haut. Tout de suite, c'est Smart Immo. Bureau, commerce, résidentiel, quelles sont les nouvelles tendances, non pas dans la mode, mais dans l'immobilier? C'est sur Smart Immo et c'est la question qu'on va poser à nos invités. On est ravis d'accueillir Jean-Claude Bastien. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Nexity. À vos côtés, Olivier Durix. Bonjour Olivier. Bonjour. Directeur général adjoint de Bouygues Immobilier. Et enfin, Eric Costa. Eric, bonjour. Directeur immobilier du groupe Galeries Lafayette. On va justement voir ce qui se passe non seulement dans le bureau, mais également sur le commerce ou encore du côté du recyclage urbain. On commence avec vous, Jean-Claude Bastien. On peut dire qu'on a un cas d'usage de transformation de bureau, et vous en êtes l'exemple parfait, puisque vous avez conçu, créé votre tout nouveau siège dans lequel vous avez aménagé il y a peu de temps. Et je crois que les chiffres sont encourageants. À l'époque où certains nous prédisent la mort du bureau, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas si on a un bureau adapté. Alors, vous parlez de chiffres, alors je vais commencer par les chiffres. Le taux de fréquentation au bout de 3 mois est de 10 points supérieur au taux de fréquentation de l'ancien siège. Sachant qu'on précise, pour ceux qui ne savent pas, vous étiez au l'hypercentre de Paris, vous êtes passé... On était dans le 8e arrondissement à Solstice, près de la gare Saint-Lazare, Saint-Lazare, oui, rue de Vienne, et nous sommes maintenant à Saint-Ouen. Alors Saint-Ouen, c'est emblématique, parce que c'est une ville où on est aménageur depuis 15 ans. On a développé près de 280 000 m² sur Saint-Ouen, donc c'est une ville qu'on connaît très bien. Et l'immeuble que nous avons aménagé là, c'est un immeuble qui résume tout, c'est-à-dire il est plus petit. On est passé de 20 000 m² à 13 000 m². Oui. On a fait 6 millions d'économies de loyer, c'est pas rien dans le moment. Et pourtant, il est plus serviciel, il est plus connecté. Il est beaucoup plus flexible. Il y a 3 fois moins de bureaux que rue de Vienne. Il y a 2 fois et demi de plus d'espace collaboratif. On peut travailler de partout. Il est full Wi-Fi, full téléphonie. Et les collaborateurs travaillent vraiment de partout. Et vous me disiez effectivement que même des jours où, on le sait, des jours de télétravail, le lundi et le vendredi, il y a une participation supplémentaire. Oui, absolument. On a, comme partout, effectivement, une baisse le lundi et le vendredi, mais la baisse est moins importante que ce qu'on constatait dans le cadre du précédent siège. Ça veut dire que quand c'est bien conçu, construit, aménagé, les salariés le ça bureau, emporte l'adhésion. bah oui, parce que le bureau reste un lieu de production. Donc pour que les gens produisent efficacement, il faut repenser les lieux pour les accompagner sur tout le moment de la journée, pour qu'à chaque moment de la journée, les lieux leur permettent de travailler correctement, collectivement, pour produire, parce que c'est pour ça qu'on les paye. On ne les paye pas juste pour venir au bureau. Effectivement, c'est bien de le rappeler. Olivier Durix, justement, on s'intéresse avec vous chez Bouygues Immobilier au recyclage urbain. Là aussi, on sait qu'il va falloir transformer cette ville et certains actifs désuets. Je crois que là aussi, vous avez des exemples sur cette tendance qui monte de... Certains disent réversibilité ou de recyclage urbain. Oui, recyclage, c'est vrai que le terme est peut-être étonnant. C'est certainement de la transformation, pour le coup, d'usage, changement d'usage d'actifs tertiaires. On travaille beaucoup avec nos amis de la Poste Immobilier. Pour le coup, on a créé un portefeuille de transformation d'anciens bureaux de poste en résidence senior. Donc on ramène en centre-ville des gens, des seniors qui ont besoin d'être en proximité des lieux de commerce et de services publics. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qui est très important pour les élus locaux, qui voient revenir une population qui fuyait un peu les centres-villes. Donc on a fait ça à Châteauroux, en plus dans des bâtiments qui sont souvent emblématiques d'une période et qu'on conserve. PTT, Oui, pour certains, effectivement, sur le fronton, mais pas tous. Et puis quelque chose qui est plus aujourd'hui transformant, c'est vraiment lié à la transformation aussi des modes de consommation. On voit beaucoup d'anciens
grands supermarchés se vider, parfois changer de main. Et nous, c'est quelque chose qu'on suit de près. On fait une grosse transformation à Toulouse sur un ancien géant casino par exemple, mais pas que. Voilà, nous c'est des modèles aussi économiques qui vont avec, qui nous intéressent, et comment on adresse une population qui va venir reconsommer et ramener de la vie en centre-ville. Ouais, alors justement, c'est vrai que c'est une problématique que vous connaissez bien. Là aussi, transformation dans le commerce, ça va à toute vitesse, un peu comme la mort du bureau. Certains prédisaient la mort du commerce avec l'e-commerce notamment. Vous prouvez chez Galeries Lafayette qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que l'e-commerce, effectivement, a bouleversé totalement la façon de consommer et à partir du moment où on peut rester chez soi et acheter des produits qu'on peut trouver en magasin, il fallait qu'on trouve des réponses pour à la fois leur offrir ce service-là à nos clients, mais aussi leur donner envie de revenir dans les magasins physiques. Et donc la praticité suffisait pas et on a considéré que le shopping en magasin, il fallait l'appréhender comme une activité de loisir en réalité. Et donc prendre des codes architecturaux de loisirs. Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on sort de chez soi? Il y en a une dizaine, donc les agréger autour de nous. Quelles sont les raisons pour lesquelles on va acheter de la mode? Et ça, on a constaté que ça correspondait à un besoin d'optimisme. Et donc, comment on fait pour produire de l'optimisme et créer des lieux qui donnent envie de venir, qui produisent de l'optimisme? Et puis, le dernier facteur qui est l'anecdote que je citais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on appuie sur le bouton de la fermeture des portes des ascenseurs alors qu'il y a 15 ans personne ne s'en servait et qu'aujourd'hui c'est le bouton le plus appuyé? C'est pour ça, ce sentiment, ce rapport au temps que le digital a modifié, ce sentiment d'urgence permanent, c'est du stress en réalité. Donc il faut aussi qu'on intègre le fait de réduire le niveau de stress, donc de stimulation dans nos lieux de commerce. Donc bonne raison de venir, produire de l'optimisme et réduire le niveau de stress. Et ça, c'est les réponses qui permettent de donner envie à des clients de venir et de revenir plus souvent. Et c'est là qu'il y a des analogies avec le bureau. On crée des lieux vraiment, cette fois, de vie, comme on a pendant longtemps, on l'a dit, mais cette fois, il faut le faire vraiment. Et vous parlez de gestes architecturaux, c'est quoi par exemple? Comment on aménage? C'est casser les codes architecturaux des lieux de commerce du 20e. Hein, parce que une place centrale, un maquis boucle auto, une juxtaposition de boutiques qu'on appelle des cellules, parce que conceptuellement, ces schémas directeurs qu'on va retrouver dans les couvents, dans les prisons, c'est une logique d'enfermement. Oui. Bon, ces logiques-là, il faut les casser, donc il faut s'ouvrir au sens propre comme au sens figuré, faire entrer la lumière et créer une relation avec l'environnement autour de nous. C'est là qu'on revient à cette notion d'écosystème et de fait que les différentes composantes de la ville doivent être en relation. Et pardonnez-moi, mais on peut le faire dans n'importe quel lieu, parce qu'on pense à vos bâtiments assez emblématiques, où on n'a peut-être pas des ouvertures sur chaque côté. Justement, faut décloisonner, comment on fait? On fait des ouvertures. On ouvre littéralement et on crée des extensions et on fait rentrer la lumière et on crée aussi des liaisons avec l'environnement autour de nous. Oui, effectivement. Jean-Claude Bastien, justement, on revient au bureau, là, le bureau de demain. Enfin, il y a peut-être d'autres transformations des usages sur lesquels vous travaillez. Pour vous, qu'est-ce que ça va donner demain? Quelles vont être ces nouvelles transformations, ces nouveaux défis qui vous attendent? Ces nouvelles transformations, c'est s'adapter à la demande des clients. On en a parlé pour le bureau tout à l'heure. C'est vrai aussi dans le résidentiel. Il y a besoin de flexibilité des espaces, il y a besoin de personnalisation des espaces. Il faut que on puisse le faire à des prix raisonnables. Le deuxième sujet que nous avons aussi à traiter, c'est d'accompagner le client dans sa capacité financière et à inventer des combinaisons produits physiques, produits financiers qui permettent de donner un petit plus de pouvoir d'achat immobilier au client pour qu'il passe au désir d'achat. Ouais. Et on revient aussi au pouvoir d'achat immobilier réel, avec peut-être des appartements plus compacts, notamment une nouvelle offre chez Nexity. Et compact ne veut pas dire non désirable. C'est supprimer des espaces inutiles, ce n'est pas supprimer du désir. C'est un peu la même problématique. Ça fait la transition, justement, cette équation économique souvent dans le recyclage urbain. On sait que des bureaux désuets sur une trame un peu, peut-être des années 70, ça va être compliqué de faire cette réversibilité, ou alors, à moins d'abandonner une large part au niveau financier, vous arrivez à convaincre justement les opérateurs de faire ces transformations? Oui, on y arrive. L'enjeu, il est clairement économique pour les clients occupants en particulier, pour
pour lesquels le pouvoir d'achat a été vraiment drastiquement réduit ces dernières années avec l'augmentation des taux. On voit qu'ils baissent maintenant. Nous, on essaie de les accompagner avec des offres complémentaires qu'on a appelées notamment le pass occupant, le pass investisseur, qui leur permet de les aider dans leur financement. Mais je pense, dans ces transformations, il y a aussi le coût économique de matériaux. C'est vrai que la rénovation et la réhabilitation est souvent plus chère que la création de neuf, mais néanmoins, on arrive sur certains sites, et je pense, je cite beaucoup de projets, mais à rue Serpenoise à Metz, la transformation des bureaux du printemps en logement, on a trouvé cette équation économique et qui a permis, pour le coup, d'un bâtiment unique, vraiment emblématique de la ville de Metz, de faire du logement, et on trouve manifestement des acquéreurs. Donc l'équation, elle n'est pas toujours simple, mais quand les lieux s'y prêtent, on la trouve. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir ces lieux de commerce qui sont très attaqués. Alors pour le coup, c'est relié à l'actu, on en parle beaucoup en ce moment. Eric Costa, c'est évidemment toute cette fast fashion qui déborde avec des milliards de paquets. Je crois que c'est le premier vendeur actuellement, en tout cas en termes de mode. Comment on résiste à cette invasion? Comment on retrouve du désir et du désir physique d'aller en magasin? C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il faut de bonnes raisons de venir et c'est pas uniquement le shopping. Il faut multiplier les activités qui sont des restaurants, le sport, la santé, les loisirs, la culture, rencontrer des amis. Voilà. Et c'est tout ça, toutes ces activités qu'il faut qu'on engage autour de nous, où on va être moins dans un modèle transactionnel en essayant justement sur la fast fashion d'offrir le prix le plus bas, etc. Là, va proposer en fait un modèle un peu plus dans la relation. C'est une logique de place de marché Non, c'est une logique. C'est une logique encore une fois de lieu de vie et c'est c'est un terme qui a été galvaudé pendant des années parce qu'on parlait de lieu de vie mais on ne créait pas réellement de vrais lieux de vie, tandis que maintenant chaque composante doit en tant que telle être une bonne raison de venir. Donc par exemple, je prends un exemple tout bête, les restaurants pendant très longtemps dans les centres commerciaux ou dans les grands magasins, personne ne réservait parce que c'était médiocre et que c'était là parce qu'il y avait des flux et qu'ils profitaient des flux d'une certaine manière. Aujourd'hui, un restaurant, il faut que ce soit en tant que tel une destination. Chaque composant doit devenir en tant que tel une destination. Il faut créer le désir. Ça veut dire une montée en gamme aussi peut-être? Pas nécessairement, parce que ça c'est vrai dans certains centres-villes où effectivement la restriction de circulation fait qu'il y a de la montée en gamme, mais là il s'agit en tout cas pour nous, l'ADN des Galeries Lafayette, c'est vraiment, il y a du luxe, mais il y a toujours de l'accessible, ça reste des magasins qui sont accessibles à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette révolution des usages, ou en tout cas cette évolution. Merci à tous les trois, nos DG, Jean-Claude Bastien pour Nexity, et Eric Costa pour Galeries Lafayette et Olivier Durix pour Bouygues Immobilier. À très bientôt, messieurs, sur Smart Immo. Et on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'immobilier. L'immobilier est en crise. Alors, est-ce que cette crise est en train de passer comme certains souhaiteraient le voir, ou est-ce qu'on s'enfonce dans cette crise? On a trois experts en plateau pour en discuter. Le débat entre Mecca Brunel. Bonjour Mecca. Bonjour. Présidente de la Fondation Palladio. Bienvenue à vous. À vos côtés, Anne-Sophie Grave. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Présidente du directoire de CDC Habitat. Et enfin, Christian de Kerangal. Bonjour Christian. Bonjour. Le directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Voilà, grand spécialiste également. Mecca, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, avec quelques notions de médecine. Vous vouliez nous rappeler l'étymologie du mot crise. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette crise. On a souvent l'impression qu'elle dure depuis très longtemps. Mais le sens de crise, c'est quoi exactement ? Écoutez, sur ce sujet, je vais vous citer Boris Cyrulnik qui a l'habitude de dire que la crise est un terme de médecine et ça s'adresse aux crises cardiaques, oui, où on réanime ou pas le patient et donc ça ne dure pas longtemps. Et ce que nous vivons, on ne devrait peut-être pas l'appeler une crise, mais un changement de paradigme, une transformation multifactorielle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une crise qui dure, c'est une maladie chronique. D'accord. Alors effectivement, vous en avez connu d'autres des crises, notamment 93, qui était beaucoup plus long, 96-99 à peu près. Est-ce qu'on est dans ce temps long ou est-ce qu'on pourrait avoir une crise, pas une crise flash, mais une crise un peu plus courte pour cet immobilier ?
Je pense en tout cas que nous vivons vraiment une transformation très profonde à la fois de nos métiers, de notre environnement. Et je dis bien que c'est multifactoriel parce qu'on en parlait tout à l'heure, Christian de Carangal parlait de la démographie, de la transformation sociétale, des besoins du serviciel, de l'intelligence artificielle, du mode de travail, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est monolithique. Ce n'est pas comme par exemple en 90, 80, 93, 99, quelque chose qui était une crise de surproduction mondiale, financière et immobilière. Là, on est dans quelque chose qui est multifactoriel et qui nécessite une adaptation, mais peut-être aussi c'est une grande opportunité d'apprendre différemment, de travailler, de collaborer et de fonctionner beaucoup plus en équipe et en transversal. Toujours, hein. D'ailleurs, je crois que c'est l'idéogramme chinois. Le mot crise, c'est crise et opportunité. Hein. C'est à peu près le même mot. Exactement. Non? C'est Weiji, mais moi, il paraît que j'ai un accent quand je dis ça. C'est Weiji. chance et opportunité. Et quand je le prononce, il paraît que ça veut dire poulet rôti. Donc, on vérifiera auprès des autorités compétentes. Anne-Sophie Kefi-Grave, comment alors, c'est vrai que c'est une crise multifactorielle. Ça, c'est sûr. On a l'impression que ça s'est accéléré, bien sûr, avec la crise sanitaire, crise de l'énergie. Donc, il y a plusieurs crises dans la crise. Et en tout cas, on voit que l'immobilier a été quand même fortement impacté depuis 2 à 3 ans. La CDC a joué un rôle assez extraordinaire, ce qu'on avait titré dans une autre émission, la CDC prêteur en dernier ressort, puisque vous avez agi massivement. D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler les chiffres et quelle est votre action actuellement? Alors, je voudrais rappeler un chiffre qui sont les mises en production, les mises en chantier de logements en 2024, qui étaient de 263 000 logements mis en chantier. On se souvient des débats, est-ce qu'il faut construire 350 000 logements, est-ce qu'il faut en construire 500 000? Donc on voit de toute façon qu'on est très loin, je dirais, du besoin, et c'est un des chiffres les plus bas depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Oui. Donc voilà, crise en tout cas sur le logement, sur la production de logement importante par rapport, je dirais, aux besoins. Donc c'est vrai que nous, CDC Habitat, on a essayé de jouer un rôle contracyclique, c'est-à-dire tant en 2023 qu'en 2024. On a fait 2 plans de soutien en 2 années de suite en venant acheter auprès des promoteurs, plutôt précommander auprès des promoteurs pour leur permettre en fait de démarrer des chantiers et aussi soutenir la filière du bâtiment. Donc en 2023, on a acheté comme ça 17 000 logements, à la fois de l'intermédiaire et du social, et on a fait la même chose voilà, en 2024. Donc on a vraiment joué ce rôle contracyclique 2 années de suite. 2025, je dirais, on va poursuivre, mais on n'a pas les capacités à faire des plans de soutien 3 années de suite. Donc on va poursuivre, mais de manière différente. On va garder un volume de production assez élevé. Au niveau du groupe, on produit de l'ordre de 20 000 logements par an. Donc on va garder je dirais, cet objectif-là. On va mettre l'accent peut-être davantage cette année sur le logement locatif social. On veut l'augmenter de 25%. Puis on va mettre l'accent aussi sur le logement étudiant, puisque on voit à chaque rentrée universitaire, effectivement, qu'il y a des besoins, je dirais, très important. On sait que les besoins sont très divers en fait, et il faut qu'on arrive à adresser, je dirais, l'ensemble de ces besoins. Mais vous arrêtez finalement ce soutien faute de moyens ou parce que la filière justement a passé finalement le gros de la crise, est en train de se remettre et de se restructurer? Alors, il faut rappeler effectivement que quand on produit, parce que quand on vient comme ça faire un plan de soutien, en fait, on achète surtout du logement intermédiaire auprès des promoteurs. Et jusqu'à la mi-2022, en fait, on avait à nos côtés des investisseurs institutionnels qui, en fait, ont arrêté d'investir sur le segment du résidentiel à partir de la mi-2022, compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on n'a pas eu, si vous voulez, ces investisseurs à côté de nous pour pouvoir produire davantage. Donc, on a fait ces 2 plans de soutien intégralement, je dirais, sur le bilan de CDC Habitat, ce qui d'ailleurs va nous amener, je dirais, en 2025-2026, d'aller retester le marché du résidentiel et de remettre, en fait, des portefeuilles de logements sur le marché. Voilà, ça va être à peu près 5 000 logements, 4 portefeuilles très ciblés, voilà, assez diversifiés, pour voir effectivement si les investisseurs résidentiels finalement vont revenir, parce qu'il y a aussi un besoin pour eux d'investir. Et on a plutôt testé, on sent quand même voilà, qu'il y a une envie de revenir sur le résidentiel, mais bien évidemment, ça est très dépendant des conditions gérées de taux. Christian de Carangal, on veut votre avis de financier, vous qui observez ce moment. C'est vrai qu'on a l'impression que les institutionnels, parce que peut-être il y avait des meilleurs placements à faire ou des opportunités, ont déserté ce marché. Est-ce qu'avec la baisse des taux actuels, notamment de la part de la Banque Centrale Européenne, on les voit revenir? Est-ce que c'est en train de bouger? Alors, c'est pas massif pour l'instant, parce que vous parlez de baisse des taux, et effectivement, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux directeurs petit à petit, mais ça a un impact direct sur ce qu'on appelle les taux courts,
Or, les taux longs, qui sont un peu le benchmark des investisseurs institutionnels, eux, ils sont plutôt en train d'augmenter légèrement, notamment parce qu'il va y avoir en Europe des besoins de financement extrêmement importants, donc des émissions d'obligations de l'Allemagne, de la France et d'un certain nombre de pays, notamment pour financer le réarmement de l'Europe. Et donc ça, c'est en train d'amener une remontée légère des taux longs. Et or, si on se dit qu'on a besoin d'une prime de risque minimale pour investir en immobilier, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc il y a des achats de certains investisseurs institutionnels ponctuels sur des très bons actifs, notamment des actifs de bureau situés dans Paris intramuros, de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie se porte plutôt bien, de la logistique. Enfin, il y a un certain nombre d'actifs immobiliers, de la santé, on en parlait, où les investisseurs commencent à revenir, mais on n'est pas encore dans une situation où l'immobilier est suffisamment attractif en termes de rentabilité par rapport au placement obligataire. Ça veut dire que ça n'a pas assez baissé encore? Il y a encore une marge de... Ça veut dire qu'il y a probablement encore un petit peu de correction de valeur à venir. En tout cas, notamment sur le marché des bureaux, où je pense que là, tout ce qui est en première couronne et en deuxième couronne n'a malheureusement pas encore assez baissé pour être au prix. Ouais. Et juste un élément pour conforter cela, on a parlé de crise ou de transformation. C'est la première fois aussi qu'on est en train de vivre quelque chose de massif au niveau des bureaux, puisque on peut parler de fin de la tertiarisation. Et la tertiarisation, elle a commencé dans les années 50. Ça veut dire qu'on a accompagné 70 ans de tertiarisation et qu'aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que, alors pardonnez-moi, c'est parce que c'est, comme certains le disent, la fin du bureau avec le télétravail qui vient d'arriver, ou est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens, tout simplement, et c'est un aspect démographique? Alors il y a deux raisons. Il y a une raison qui est liée au fait que les entreprises prennent moins de mètres carrés par occupant. Deuxième raison, le télétravail, parce que vous avez un taux d'occupation qui est un peu plus bas. Mais la raison fondamentale, c'est la démographie. Aujourd'hui, on a toutes les générations du baby-boom qui sont en train de partir à la retraite. Donc des cohortes d'âge qui partent, qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qui rentrent sur le marché. Et donc globalement, il n'y a pas besoin de plus de bureaux, en tout cas en Ile-de-France. Il va falloir, au contraire, transformer plus, restructurer plus, notamment transformer en logement, et on sait que c'est pas simple. Ça existe, mais on en parle beaucoup en ce moment. En tout cas, avoir de la réversibilité, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est un chantier fondamental, et à mon avis, qui va devoir amener les promoteurs à se transformer, les investisseurs à se transformer, enfin, en fait, toute la chaîne de création de valeur. Alors justement, après cette crise peut-être cardiaque qu'on a eue, il est temps de se réinventer, ou plutôt que de rafistoler le malade, on doit changer de logiciel, là, Mecca Brunel? Le changement de nos façons de faire est déjà en route. On n'a pas le choix. On n'a pas encore trouvé la solution. Mais nous, à la Fondation Palladio, on valorise énormément, évidemment, l'aspect académique de réflexion, de transversalité, mais aussi ces actions collectives qui sont des coalitions d'acteurs transversaux auxquelles participent un grand nombre de nos mécènes, dont CDC Habitat, par exemple, qui est de travailler ensemble le secteur public, le secteur privé des entreprises, quel que soit leur domaine de l'industrie de l'immobilier de la ville, et le secteur associatif, société civile, etc., pour porter à échelle une idée sans demander de nouvelles lois, autant que faire se peut. On utilise la boîte à outils existante, et sans demander d'argent public, parce qu'il y a beaucoup d'économies circulaires qu'on peut faire et on peut être créatif là-dessus. Et en utilisant la loi de Pareto sur le 80-20, eh bien, on arrive à faire pas mal de choses, et des choses qui sont intéressantes parce que ça demande en open source finalement de partager un grand nombre de réflexions. Moi, je suis impressionnée et extrêmement touchés par ces élans collectifs qui travaillent ensemble sur des sujets transversaux. L'autre sujet, c'est que nous travaillons aussi avec des villes moyennes qui ont besoin de se transformer, des villes dites gilets jaunes, et qui ont besoin de se transformer, et qu'en allant leur apporter notre réflexion collective de façon transversale, non pas un jour tel secteur, un jour tel autre, etc., nous permettons aux maires, c'est les élections l'année prochaine, d'accélérer leur réflexion de transformation au service de l'ensemble de leurs habitants
Et Dieu sait que c'est difficile d'être maire, et notamment des villes moyennes aujourd'hui. Donc, il y a un élan. Ouais. On s'enrichit en tout cas et il J'allais faut dire déciloter. voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est en bas de l'échelle de Maslow, hein. Il faut un toit pour la dignité humaine et en plus pour travailler, pour vivre, pour aujourd'hui, comme ici, se retrouver et échanger ensemble. Ouais, tout à fait. Anne-Sophie Grave, justement, sur cette question, voilà, et de mettre voilà, les énergies, peut-être les bonnes pratiques en commun, de les faire savoir. Oui, et puis ce qu'évoquait Meka Brunel, c'est-à-dire la transformation. En fait, on est vraiment maintenant dans un modèle qui est en train de se transformer. Fait qu'il faut réinventer nos façons de produire du logement. C'est qu'on intègre quand même fortement la dimension stratégique climat, les enjeux environnementaux. Et donc, c'est vrai que dans la production de nouvelles logements, nous on intègre de plus en plus en fait du recyclage foncier, de la reconversion de friches. Et c'est à la fois très intéressant parce que donc ce sont des fonciers existants, souvent intégralement minéralisés, sur lesquels on va venir renaturer quasiment 40% de ces fonciers pour créer derrière un quartier qui va comporter du logement, à la fois du social intermédiaire, de l'accession, des commerces, des équipements, mais qui va être aussi, si on veut être cohérent sur une approche globale d'un point de vue climat, qui va aussi avoir des mobilités douces, des énergies renouvelables, puisque c'est bien une conception aussi bioclimatique, aussi comment on va gérer la ressource en eau, ça c'est aussi un sujet fondamental pour demain. Voilà, comment on intègre toutes ces dimensions environnementales, mais aussi sociétales, parce que là j'ai parlé de la transformation au sens on transforme un foncier, mais on a aussi, je dirais, cette réflexion sur la réversibilité, hein, vous l'évoquiez, je dirais, de nos logements, puisqu'on considère, nous, que le temps de l'usage de nos logements, en fait, va être beaucoup plus court qu'hier. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple aujourd'hui, la transformation des bureaux en logement. Transformation des bureaux en logement, aujourd'hui, c'est très cher. Il y a des bureaux qu'on n'arrivera jamais à transformer en logement pour des raisons de coût. Quand on construit aujourd'hui une résidence étudiante, dès à présent, on doit se dire, puisque si on regarde la natalité aujourd'hui, la natalité d'aujourd'hui, c'est les étudiants de demain. La natalité est en forte baisse. Donc comment on fait pour transformer demain comment on transformera et donc comment on transformera, pardon. Et donc il faut effectivement que dès à présent on se dise il faut qu'on construise de manière réversible. Donc la modularité, la réversibilité, voilà, on l'intègre de plus en plus dans nos mode constructif pour se dire ce bâtiment, voilà, c'était du logement familial, c'était du logement étudiant. Demain, ça va peut-être être de l'habitat partagé pour seniors. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir le transformer peut-être à 10-15 ans et à moindre coût. Donc il faut l'anticiper dès la formation. Ça sera le mot de la fin, Christian, allez-y. Juste pour dire que je pense qu'en fait, on est en train de repenser, de revenir à une ville beaucoup plus mixte. On a passé toute une période dans les années 70-80 où on a fait des quartiers monofonctionnels. Oui. Les gens n'en veulent plus. Et puis on voit bien que ça n'est pas ça qui crée la vie, qui crée le bonheur d'être ensemble. On a besoin de mixité des usages, de mixité des actifs, et peut-être aussi une réflexion de la part des investisseurs qui soit beaucoup plus tournée vers le quartier, même si c'est pas simple du tout à faire, que seulement vers leur actif dans un coin. Voilà, en route vers la ville quart d'heure peut-être. En tout cas, voilà, le malade n'est pas tout à fait mort. Et c'est tant mieux, l'immobilier est en train de se transformer à toute vitesse et on en est les témoins sur Smartimo. Merci d'avoir participé à notre émission. Christian de Carangal, IEIF, Anne-Sophie Grave, CDC Habitat, Meka Brunel, Fondation Palladio. Et à très bientôt sur Bismart.